Vous voulez acheter notre terre? Alors sachez ceci, cette terre ne nous appartient pas. Nous foulons le sol de nos ancêtres. Le cerf, l'oiseau, le cheval sont nos frères et sœurs. Le grand chef de Washington nous a fait part de son désir d'acheter notre terre. Mais comment voulez-vous? Comment donc monnayer ce qui ne nous appartient pas? Vous êtes plus puissants que nous. Dieu nous a abandonnés. Il vous accorde plus de pouvoir chaque jour. Nous allons réfléchir à votre proposition, mais cela ne va pas être facile car cette terre est sacrée. Est-ce que les nuages dans le ciel sont à vendre? Eh bien, notre terre ne l'est pas davantage. Je crois que nous voyons le monde avec d'autres yeux que vous. Se peut-il vraiment que nous prions le même Dieu? Le peuple autochtone des Navajos vit au sud-ouest des États-Unis dans une immense réserve qui couvre une superficie comparable à celle des Pays-Bas. Elle est située aux confins de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Délimitée au nord par les Rocheuses et au sud-est par le Rio Grande, elle a pour capitale administrative Window Rock, dans l'État de l'Arizona. C'est un massif rocheux, le Window, qui a donné son nom à la ville. Aujourd'hui encore, quand un Indien Navajo se définit, c'est à la filiation tribale de ses ancêtres qu'il se réfère. Ces liens sont unilinéaires et passent exclusivement par la mère. Seule sa tribu d'origine détermine l'appartenance à un groupe. Me voici ici, moi, Justin. Là, c'est ma mère. Par là, c'est mon père. Et là, c'est la mère de ma mère, ma grand-mère. Et ma grand-mère avait aussi sa mère, qui est donc mon arrière-grand-mère. C'est la tribu Edgewater, ma tribu Edgewater. Du côté de mon père, c'est la tribu Coyote Pass. Et par ici, le père de ma mère vient de celui des Bitterwater. Et par là, le père de mon père appartenait à la tribu One Who Walks Around You. Je suis donc issu de 4 tribus différentes. Chez nous, les Navajos, le chiffre 4 revêt une signification particulière. Il y a d'abord les 4 points cardinaux, l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Et puis les 4 montagnes sacrées qui délimitent notre territoire. Les 4 saisons sacrées, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Le chiffre 4 est vraiment notre chiffre sacré à nous. Mon grand-père me disait toujours, « Il faut que tu ailles à l'école. Un beau jour, vous n'aurez plus de Hogan, plus de chef. Regarde le monde à l'heure de la modernité. Les ordinateurs sont partout et c'est pour ça que tu dois t'éduquer. » J'ai suivi son conseil et c'est grâce à ça que je me suis bien adapté à la société moderne. Justin a acheté un ranch. Presque chaque jour, depuis 30 ans, il fait découvrir sa nation au groupe de touristes. À force de rencontrer des Européens, il s'est fait sa petite idée sur leur compte. Vous savez pourquoi ils viennent ici? C'est pour approcher un vrai Indien, pour voir à quoi il ressemble. Mais ils oublient qu'on est pareil. On a tous 5 doigts à chaque main et 5 doigts de pied. La seule différence, c'est la couleur de notre peau, rien d'autre. Nous avons aussi la même idée en tête. Vous voulez en savoir plus sur moi, et moi je veux en savoir plus sur les gens de chez vous. Les 27 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants de Justin travaillent presque tous dans le tourisme. Le gouvernement fédéral leur fermant aujourd'hui encore l'accès à la plupart des métiers, les Indiens n'ont pratiquement aucune possibilité de gagner leur vie. L'artisanat est ainsi devenu au fil des siècles une de leurs rares sources de revenus et c'est souvent de leur production qu'ils vivent.
Santa Fe est la plus ancienne capitale américaine. Les Indiens l'ont bâtie au XIIe siècle, bien avant l'arrivée des premiers colons espagnols. Ils ont construit l'église de San Miguel, la plus vieille des États-Unis, en 1628. C'est là que s'élève un monument à la mémoire de Kateri Tekakwitha, de la tribu Mohawk, première indienne d'Amérique du Nord reconnue sainte. Santa Fe est une ville d'art réputée. Elle attire des artistes du monde entier. Son architecture typique et l'héritage de la culture indienne ont façonné son image. Cela fait 400 ans qu'à l'issue d'âpres négociations avec le gouverneur espagnol, les Indiens ont obtenu le droit de vendre leur production artisanale sous les arcades de la place du marché. Des familles indiennes entières vivent de l'artisanat de l'argent, de la poterie et des perles depuis des générations. Je suis la troisième génération à fabriquer des bijoux en argent dans ma famille. Ma grand-mère tissait des tapis et ma mère était orfèvre, tout comme mon grand-père. Voici mes réalisations. Ma mère m'a appris comment travailler l'argent. Mon oncle et son jeune frère m'a montré comment insérer des pierres dans les pièces. Tout ce que nous vendons est fabriqué à la main. Les Navajos sont passés maîtres dans le domaine de l'artisanat qui leur a assuré des moyens de subsistance pendant des siècles. Ils connaissent la poterie depuis 5000 ans. La couleur noire de l'argile provient de la cuisson et de son contrôle. C'est un procédé très ancien. Voici l'objet terminé. L'argile a changé de couleur sous l'effet de la chaleur. Mais d'abord, les pièces sont de cette couleur-là, rouge et beige. Elles sont faites d'argile naturelle, façonnées à la main et polies avec une pierre ponce, puis peintes à la main par un artiste. Elles sont prêtes à être cuites. Vous voyez que sur chaque pièce, il y a un petit signe en forme de triangle. Ma grand-mère signait avec un triangle. Elle n'a jamais apposé sa signature sur ses œuvres. 265 000 Indiens Navajos, issus de nombreux clans différents, vivent aujourd'hui dans la plus grande réserve des États-Unis. Les Navajos vivent en autarcie. Le célèbre massif montagneux de Monument Valley se dresse sur leurs terres. Leur capitale administrative, Window Rock, est située sur un plateau de l'Arizona. C'est au pied d'une falaise de grès percée d'un trou et portant le nom de Window que se trouve le siège du gouvernement avec son parlement et sa cour de justice. Toutes les institutions gouvernementales sont concentrées là. En 1868, les Navajos sont autorisés par décret à rejoindre une réserve aménagée sur leur ancien territoire. Les États-Unis s'affranchissent du même coup de toute responsabilité envers le peuple amérindien. À charge pour les Navajos, désormais, de gérer leur système de santé, l'éducation, les caisses de pension et la sécurité. La pauvreté est comparable à celle des pays en développement et la discrimination qui a régné pendant des siècles a laissé des traces. Mais les Navajos n'ont pas l'habitude de s'apitoyer sur leur sort et l'interdiction stricte de consommer de l'alcool a porté ses fruits. La police est très nettement en sous-effectif, mais les agressions et les vols sont rares. De nombreux Indiens ont servi dans l'armée américaine. Terry en fait partie. Il est resté stationné en Afghanistan et en Irak tout au long des 27 ans d'une carrière tout à fait typique. Après l'armée, je suis directement entré dans la police. Il faut dire qu'après tant d'années dans l'armée, c'est un des jobs les plus faciles à obtenir. La police et l'armée, c'est un peu la même façon d'aborder les problèmes. En tout cas, c'est le meilleur moyen de se reconvertir après l'armée. Nous venons de passer devant le bâtiment de la police. C'est là que se trouve le quartier général. Terry retrouve son chef Steven Nelson. Le lieutenant donne un petit aperçu de l'organisation de la police en territoire navajo. Nous disposons de 254 policiers sur le territoire de la nation Navajo, dont la superficie est comparable à celle de la Virginie occidentale.
Or, la Virginie possède un contingent de 5000 policiers. C'est dire à quel point nous sommes défavorisés. Nos policiers travaillent 24 heures sur 24, chaque jour de l'année, sans exception. La réserve des Navajos possède 4 hôpitaux autogérés. L'hôpital de Window Rock a 15 ans. Il est doté d'un système d'alimentation solaire. Les Navajos veillent à l'égalité des chances et des droits entre les citoyens de leur nation. Tout Indien, qu'ils souscrivent une assurance ou non, a le droit de bénéficier des meilleurs soins de santé. Après ses études de médecine à Boston, le Dr Tutt a décidé de retourner dans sa réserve d'origine pour y exercer sa profession. Il est aujourd'hui chef du service d'orthopédie de l'hôpital. Un médecin navajo est tenu de très bien connaître la langue, les traditions et les rites de son peuple. Je viens de Shiprock et j'appartiens à la tribu des Red House. Mon père est issu de la tribu des Red Running into the Water. Mes grands-parents des deux côtés sont des Salt People. C'est par eux que je suis Navajo. C'est comme ça que je me présente officiellement aux autres personnes qui travaillent ici. Ça permet d'établir des liens de parenté avec mon interlocuteur, même si je ne partage pas de lien de sang direct avec lui. La parenté peut s'établir à partir de la mère, du père, de l'oncle, de la tante, de la grand-mère. On se réfère toujours à ces liens communs. C'est une question de respect. Je demande systématiquement à mes patients s'ils ont déjà consulté un guérisseur, un homme médecine, et si c'est le cas, ce qu'il leur a dit. Ça fait partie intégrante du dialogue avec le patient. Étant originaire d'ici, je sais qu'on a généralement recours à la médecine traditionnelle. Les Navajos mettent tout en œuvre pour maintenir leur service hospitalier à un très haut niveau. Les moyens financiers, tout comme le personnel spécialisé, restent cependant insuffisants. Mais depuis quelques années, les jeunes Navajos formés à l'extérieur sont de plus en plus nombreux à retourner vivre dans la réserve une fois leur diplôme en poche. Ils ont à cœur de partager leur savoir-faire avec les autres membres de leur tribu. Voici le vaste campus de l'université. Les Navajos misent beaucoup sur l'éducation pour s'assurer un avenir meilleur. Un très bon diplôme est perçu comme un véritable sésame pour gagner de l'argent aux États-Unis et soutenir la famille restée à la réserve. Les jeunes étudiants Navajos de l'université d'Ine pensent qu'au-delà d'une formation de qualité, c'est le socle et le renouveau de leur culture qui vont leur permettre un jour de créer de nouveaux secteurs d'activité dans leur pays et de les développer à un niveau international. Faire revivre leur culture et leur langue est désormais une priorité pour ces premiers occupants du territoire qui ont frôlé l'extermination. Il en va de leur future réussite. La doyenne de l'université, Maggie George, a obtenu son doctorat dans l'État du Kansas. Elle dirige aujourd'hui l'université d'Ine, créée en 1968. Ces 20 dernières années, un changement linguistique radical s'est opéré au sein de la communauté. Le navajo était la première langue des élèves auparavant. La tendance s'est inversée et aujourd'hui le navajo est relégué en deuxième position. Mais les étudiants aspirent vraiment à renouer avec leur langue, leur histoire et leur culture. Nous répondons à leurs attentes, ce qui fait de nous une université tribale tout à fait à part. Enseigner la langue navajo, la culture et l'histoire du peuple navajo est notre priorité. Chez nous, chaque étudiant doit d'emblée suivre un cours dans ces 3 disciplines et tous acceptent cette obligation avec enthousiasme. Le but recherché étant de les aider à renouer avec leur identité. Et l'observation que nous faisons, c'est que nos étudiants sont tout à fait partants dans cette démarche. Nous nous fondons sur les résultats de recherche qui ont établi que les étudiants qui réussissent le mieux et avec le plus de facilité à l'université
sont ceux qui ont un lien très fort avec leur langue maternelle. Les Indiens ont un niveau d'éducation aussi élevé que les autres Américains. Les Navajos n'ont jamais renoncé à leur méthode d'apprentissage ancestrale. Notre conception est une philosophie à part entière qui s'appelle Sahanagay Bikehojon. Mais cela signifie une multitude de choses. Nous, la manière dont nous l'entendons, c'est Nitsahakis, qui signifie la pensée. C'est la première étape. Avant de planifier un projet, vous y pensez. C'est Nitsahakis. Ensuite vient Nahatha, la planification. Enfin, il y a Lina, qui est la mise en application. Et enfin, Sihazin, qui est l'évaluation. Est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais? Comment je m'y prendrai la prochaine fois? Si reconquérir son identité perdue est un défi de taille, le retour à la langue, aux cérémonies ancestrales et l'observation des traditions contribuent largement à restaurer le patrimoine culturel dans son ensemble. He said, don't make a promise you won't keep. Don't betray the earth beneath your feet. And we walked on the reservation road. And just for that one moment, we were racing with the wind. And the sound of horses thundering, they echoed once again back to a place. Qui dit autonomie d'un peuple dit possession de moyens d'information indépendants et accès aux médias modernes. Il y a 20 ans, les Navajos, ou Diné, comme ils se désignent eux-mêmes, ont créé leur propre station de radio. Tout ce qui est diffusé sur ces ondes doit nécessairement avoir un lien avec la culture Navajo. Nous relayons les nouvelles du monde dans tous les foyers de la nation Navajo. Dans le même temps, nous informons sur ce qui se passe chez nous. Il y a beaucoup de Navajos qui vivent très loin d'ici, dispersés dans les grandes métropoles des quatre coins du monde. Ils travaillent dans les forces armées, les grandes entreprises américaines. Nous leur apportons des nouvelles de la réserve. Ray est journaliste et DJ à la station de radio KTNN. Il intervient en direct à l'antenne pendant 6 heures presque tous les jours. Il présente les flashs d'information ainsi que des reportages et quelques morceaux de musique choisis. Nous mêlons un peu tous les genres musicaux. Il y a du country, du folk, de la musique d'aujourd'hui, de la flûte, de la guitare et de la batterie, ou encore de la musique du powwow. Dans tous les cas, les choix reflètent le style de vie actuel de la réserve. La langue navajo présente un degré très élevé de complexité, notamment à cause de la polysémie des mots qui sont difficiles à traduire. Ray nous en donne un exemple. Un seul et même mot peut avoir plusieurs significations, car le navajo est une langue descriptive. Par exemple, to veut dire vie en navajo. Il désigne aussi le fait d'étancher sa soif. Il signifie également méditer avec, en soi, ou la fraîcheur de l'eau. Il reflète, en fait, la polysémie du mot « eau ». La vie de tous les jours, la religion, la culture et la philosophie des Navajos est reflétée dans le langage courant. En 2008, avec l'aide de l'État, le territoire navajo s'est doté d'un réseau électrique. Pas question de rater le train des nouveaux médias qui sont une grande chance pour le peuple navajo. Enfin, ils vont pouvoir bousculer les préjugés et les idées fausses qui circulent sur leur compte. 80% des Navajos sont aujourd'hui chrétiens. C'est le cas de Mark Charles. Tous les matins, au lever du soleil, il fait sa prière en direction de l'Est, à l'instar de tout son peuple depuis des millénaires.
Merci pour la terre, pour les animaux, pour le chant des oiseaux. Notre Père, apporte à notre terre paix et harmonie. Jésus, bénis-nous en ce jour et fais-nous don de la paix. Nous prions tous au nom de Jésus. Amen. Après la prière, Marc accompagne ses 3 enfants à l'école. Le missionnaire se rend ensuite dans son Hogan. Tant que ses enfants iront à l'école, la famille devra renoncer à s'installer dans le Hogan qui est à 16 km de la route goudronnée. Son Hogan lui tient lieu de bureau. Marc parcourt le monde entier pour sensibiliser les gens à la condition de son peuple. Muni d'un simple iPhone, il téléphone aux 4 coins de la planète à bord de son véhicule et se bat pour une cohabitation harmonieuse entre chrétiens. Son père a traduit la Bible avec d'autres Indiens. La première Bible en navajo a été publiée en 2007. Marc veut s'appuyer sur des textes de la Bible pour prouver que tous les peuples sont égaux. Depuis 2012, il va jusqu'à Washington plaider la cause des Indiens. Il n'hésite pas à citer la loi des États-Unis de son Hogan sans fil, bien connue de tous depuis. Le 19 décembre 2009, le président Obama a signé la résolution 3326. La section 8113 à la page 45 est intitulée « Excuses au peuple indigène des États-Unis ». Ces excuses n'ont jamais été publiées, pas plus qu'elles n'ont été mentionnées ou lues en public, au Congrès ou à la Maison-Blanche. Comme ces excuses ont été validées par le Congrès, signées par le président et inscrites dans la loi, j'estime qu'il est important de les porter à la connaissance de chacun. Nos dirigeants n'ont pas voulu s'en charger. J'ai donc décidé de lire ces excuses, avec humilité et tout le respect qui se doit, afin que les gens qui vivent dans des Hogan comme celui-là et dans d'autres réserves du pays puissent entendre ces excuses. Ils ont le droit de les entendre. Ils le méritent. Pour bien nous faire comprendre ce que ressentent les Amérindiens dans l'Amérique d'aujourd'hui, Mark Charles a imaginé une petite histoire. Ce que je dis aux gens, c'est que vivre aux États-Unis en étant amérindien, c'est un peu comme être dans la situation de la grand-mère qui a une grande et belle maison. Il y a longtemps, des gens sont venus et nous ont enfermés dans la chambre à coucher au premier étage. Aujourd'hui, notre maison est envahie par des tas de gens. Ils se prélassent dans nos fauteuils, vident le garde-manger et font la fête. Quelqu'un est bien venu nous ouvrir la porte de la chambre, mais trop tard. Nous sommes trop fatigués, vieux, faibles et malades pour quitter la pièce. Et ce qui nous blesse par-dessus tout, c'est que personne ne prend le temps de s'installer au chevet de cette grand-mère, de lui prendre la main et de lui dire merci. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre maison. Marc a fait le choix de venir s'installer dans la réserve. Il souhaite que ses enfants se sentent proches de la terre de leurs ancêtres. Vivre ici aux côtés des miens m'a permis de me rendre compte à quel point mon peuple était marginalisé. Je me rends compte que les gens viennent ici soit pour nous faire l'aumône, soit pour nous prendre en photo. Rares sont ceux qui viennent pour mieux nous connaître, pour construire une relation véritable avec nous. Et quand chaque jour qui passe vous confirme dans cette certitude, vous finissez par ressentir un immense sentiment de solitude. Personne ne s'intéresse à vous pour ce que vous êtes. Ce n'est que pour la photo que les gens se déplacent. Alors moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et depuis 7 ou 8 ans, je parcours le pays en long et en large. J'utilise l'analogie de la grand-mère dans sa maison pour inviter les gens à demander aux États-Unis de manifester un début de gratitude et de remercier le peuple amérindien, le peuple indigène de cette terre.
to the indigenous host, to the indigenous people of this land. Mark tient beaucoup à prouver que la foi chrétienne est compatible avec les enseignements de son peuple. Avec un groupe de Navajo, il a décidé de reprendre de très anciens chants de la liturgie. Un très bon ami à moi a partagé la vie de la réserve pendant quelque temps. Il n'a pas tardé à voir que nos chants d'église étaient incompréhensibles pour les Navajos. Alors il a encouragé les gens à les adapter en Navajo. Il a pris un chant de la Bible et l'a chanté. En entendant ça, certains Navajos l'ont réprimandé, car selon eux, ils n'avaient pas le droit de chanter des chants de guérisseurs. Il leur a rayonné et a répondu qu'il chantait les mots de la Bible, mais à la manière des Navajos. Le problème, c'est que les missionnaires ne savent pas chanter en Navajo, contrairement aux guérisseurs. Mark est de retour chez lui avant la nuit. Pendant que les Mustangs sauvages se baladent au milieu du paisible village, il grimpe sur une colline et lit la Bible, après une longue journée passée à se battre pour son peuple. C'est ici qu'il se ressource, alors que le soleil se couche doucement à l'ouest. Les Navajos privilégient un mode de vie retiré et autarcique. Ils s'efforcent de préserver les traditions et les mœurs de leur tribu. Ils cherchent aussi à montrer que leur peuple est moderne et progressiste, tout en s'assurant une bonne assise économique. Toutefois, ces deux tendances semblent irréconciliables, du fait que les Américains leur concèdent très peu de droits. La terre des Navajos est une réserve et ne leur appartient pas. Mais ils sont créatifs, et beaucoup d'entre eux sont travailleurs et courageux. Ils réalisent leurs idées. Geneviève vit à Black Mountain avec ses deux enfants qu'elle élève seule. Elle est comptable. Après le travail, elle aime tisser. En ce moment, elle prépare son propre défilé de mode. Elle pense qu'elle a reçu en héritage son amour pour le tissage et souhaite préserver cet art ancestral et les signes mystiques qu'il véhicule. Elle tente de nouvelles coupes, des couleurs différentes et des thèmes modernes dans ses pièces uniques. J'ai 4 sœurs. Elles ont toutes appris à tisser. Ma mère tissait elle aussi, et j'ai appris le métier en la regardant travailler. Anne-Ginette, la fille aînée de Geneviève, fait office de modèle. Aujourd'hui, elle essaie la toute dernière création. Elle nous montre comment se porte traditionnellement une robe tissée. Bien sûr, les fameux bijoux en argent des Navajos font partie de la tenue. Le minuscule atelier de Geneviève se trouve sur la petite propriété familiale. Mais rien n'y manque pour faire du défilé une réussite. Je veux présenter cette robe à mon défilé de mode. C'est une taille 34. Elle montre les 4 mondes de notre culture. Le premier, le deuxième, le troisième et puis le 4e monde sont représentés par différents nuages qui symbolisent des niveaux. J'aime bien cette robe. Elle a beaucoup de valeur pour moi. Celle-ci, je l'ai confectionnée pour ma petite fille. Je veux qu'elle avance dans la vie en ayant une bonne éducation. Là, ce sont les étapes de la vie. Cette robe a été terminée il y a 3 semaines à peine. Elle est destinée à une jeune fille un peu plus forte. Les couleurs sont celles de son école. Bleu foncé, bleu ciel et un peu de gris. Lorsque je tisse, je suis particulièrement attentive au raccord. Il faut que les motifs coïncident parfaitement. C'est très important. Lors du défilé, les mannequins se présentent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme ça. Tout se voit. Et là, ces 2 pièces sont très bien ajustées l'une à l'autre. Certaines filles veulent des robes avec un cheval. D'autres veulent un hogan sur leur veste.
Le Hogan a beaucoup de significations. C'est bien plus qu'un foyer pour un homme et une femme. Il représente aussi la mère, le père et le ciel. Ceci est une pièce spéciale que j'ai faite pour mon fils Adrian. Je vais vous montrer. Here's my son Adrian. J'aime beaucoup ce vêtement. Vous avez là Orion, le chasseur, représentant de notre culture et patron de la nation Navajo. Avec son arc et ses flèches, il protège tous les Navajos. C'est important de faire passer des messages dans les créations. On apprend à connaître le client. J'aime bien connaître la personne pour laquelle je crée un vêtement. C'est comme ça que je travaille. J'aime intégrer de nouvelles idées. Geneviève veut sensibiliser son peuple aux symboles ancestraux en passant par la modernité. De nombreux maîtres tisserands tissent des tapis avec des motifs rectangulaires, carrés et ainsi de suite. Mais je veux aller plus loin en adaptant ces articles au corps humain et en allant au-delà du noir et du rouge traditionnel. De nos jours, les filles veulent porter d'autres couleurs aussi. Il y a aussi des articles destinés à des garçons et des hommes, comme des vestes. Je veux tester de nouvelles idées et me faire connaître ainsi. Je suis sûre qu'il y a un grand potentiel derrière. Certaines personnes veulent que je leur crée une pièce. Elles me disent « Je veux une Cassiopée ». Elle représente la beauté. Je m'identifie à elle. J'aimerais une robe qui la représente. Les Navajos sont toujours parvenus à s'affirmer dans le monde moderne du 3e millénaire, tout en revitalisant leur culture ancestrale. « 2 millions d'Amérindiens répartis sur 304 réserves vivent au Canada et aux États-Unis. La majorité d'entre eux vivent dans de petites fermes retirées. D'autres se sont expatriés dans des régions lointaines ou des villes, loin de leur tribu d'origine. Pourtant, de nombreux Amérindiens ressentent le besoin de préserver leurs traditions et de cultiver leurs particularités. Ils sont proches de la nature et des animaux, mais aiment aussi la vie de famille et les fêtes. Le plus grand rassemblement des Amérindiens est une grande fête de la danse, le Powwow. Les Amérindiens viennent non seulement d'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi du monde entier pour assister aux festivités au Nouveau-Mexique. 3 jours durant, ils se replongent dans l'univers de leurs aïeux et célèbrent leurs danses et musiques ancestrales vêtus de leurs costumes traditionnels. Ils veulent rendre hommage à leur peuple et prouver à leurs ancêtres qu'ils n'ont rien oublié. Cette année, plus de 10 000 personnes sont attendues à Albuquerque pour participer à la plus grande fête amérindienne d'Amérique du Nord. Chaque Indien a fait l'impossible pour venir. Ray, le reporter de KTNN, tient la chronique des événements. Mark, le missionnaire d'Arizona, est lui aussi présent à l'appel. Les conversations vont bon train en cette occasion unique de retrouver famille et amis. Après la danse des femmes, le clou du spectacle, le Big Entry. Ladies and gentlemen, I want to welcome you to the 30th annual
Gathering of Nation Power 2013. Let's get ready to power! This young man we see at this time carrying the same Eagle staff. We want to thank Mr. Troy Vicente, carrying the warrior staff of the days of old. This Eagle staff has traveled all across this North American continent to power celebrations such as this. One time carried by great warriors on horseback into battles of many kinds across Turtle Island. Tout le monde veut représenter sa tribu et participer au grand défilé. Apache, Kiowa, Tewa, Mohawk, Wateredge, Hopi, Cheyenne, Cherokee, Red House, Ottawa, Zuni. Au total, plus de 600 tribus et clans affirment leur unité en défilant. Le point d'orgue est une prière collective, la version indienne du Notre Père. En ce jour, nous venons à toi et demandons ta bénédiction. Bénis et protège les peuples indigènes du monde entier. Donne-leur l'intégrité, afin que leurs paroles et leurs actes ne fassent qu'un. Nous prions pour tout cela et demandons ta bénédiction, par Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'extérieur, les visiteurs savourent l'air frais et se remettent des émotions de la danse. Comme c'est la règle chez les Amérindiens, l'alcool est proscrit sur le site du powwow. L'armée américaine a un stand et essaie de trouver des recrues parmi les Indiens issus des réserves. Pour certains d'entre eux, c'est le seul moyen de nourrir leur famille. Ray interviewe le rock de punk rock Siazin. Siazin est un mot navajo qui signifie espérance. Contrairement à la plupart des Indiens qui s'intéressent plutôt aux musiques harmonieuses et romantiques, les jeunes blancs préfèrent la musique dure et bruyante. C'est du moins l'avis de Siazin. Pour faire parvenir leur message, ils font du punk rock indigène. Ils ont 2 tournées mondiales derrière eux et ont souvent joué en Europe. Mais ils n'ont pas encore réussi à susciter un réel intérêt pour la situation de non-droit de leur peuple auprès du public. Siazin est un groupe contestataire qui pousse ses auditeurs à la réflexion. Enfant, mon frère et moi faisions déjà de la musique. À l'époque, nos instruments étaient plus grands que nous. Nous avons grandi à Black Mesa, le plus grand gisement de charbon d'Amérique du Nord. 14 000 Navajos ont été déplacés à cause de ce gisement. Comment se fait-il que tant de personnes aient été contraintes de quitter leurs terres dans les années 1970 ? Pourquoi un gouvernement a-t-il le droit de forcer des gens à quitter leurs terres, là où leurs ancêtres sont enterrés? Voilà pourquoi nous étions des enfants en colère. Heureusement, nous pouvions faire de la musique et y puiser de l'énergie. Nous avons vu la dégradation de l'environnement. Nous avons vu les anciens de la tribu qui pleuraient. Notre frustration et notre souffrance collective étaient telles que nous avons décidé de composer des chansons sur notre situation, afin de la faire connaître au monde entier. Nous sommes heureux d'être ici, au Rassemblement des Nations, avec nos frères et sœurs de la côte Est et de la côte Ouest, du Nord et du Sud. Nous sommes tous représentés et il n'y a pas de frontières.
Il est essentiel de participer aux fêtes de la communauté. Les gens viennent de toutes parts pour participer au rassemblement des nations, du Grand Nord jusqu'à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Être né avec un talent pour le chant ou pour la danse est un don de Dieu. Selon les Amérindiens, il faut cultiver ce don. On sélectionne les meilleurs chanteurs et les meilleurs danseurs grâce à des concours. Les danseurs et danseuses représentent leur tribu et partagent la beauté de leur tradition avec le public. Nous faisions du punk rock agressif. Au fil des ans, notre musique a beaucoup évolué et l'année dernière, nous avons fondé le groupe Siasin, qui signifie espérance en navajo. Nous devons poursuivre ce chemin positif, plein d'espérance, en prenant exemple sur nos ancêtres et imiter leur façon de se conduire. On dit qu'ils marchent en beauté, Hosoji. Voilà notre ligne de conduite. Comment l'appliquer dans cette vie moderne, avec l'Irak et tous ces éléments négatifs? Comment inspirer notre jeunesse? Nous voulons inciter les gens à se souvenir de leurs racines indigènes, car en réalité, tout le monde est indigène. Nous cherchons à les encourager à se connecter avec leur terre d'origine. Nous faisons tous partie d'une tribu. Même en Allemagne et en France, il y a des gens qui sont très enracinés dans la terre. Les Navajos pensent que tous les humains font partie de la terre-mère. Chacun compte, et l'équilibre ne se crée qu'à travers la communauté. Si une race manque, c'est tout l'équilibre de la terre qui s'effondre. La communauté, l'harmonie et la liberté sont quelques-uns des besoins fondamentaux de chaque être humain. Ainsi pensent les Navajos.